Avez-vous déjà pris votre téléphone pour seulement 5 minutes, pour vous retrouver à faire défiler des informations pendant des heures, en vous sentant encore plus mal que lorsque vous avez commencé? Cette consommation compulsive de nouvelles ou de contenus négatifs sur les médias sociaux, connue sous le nom de doom scrolling, est plus qu'une mauvaise habitude, elle a des effets mesurables sur le cerveau. Les recherches montrent qu'une exposition sans fin à des titres et à des flux de médias sociaux inquiétants peut alimenter l'anxiété, la dépression et les déficits d'attention, enfermant les utilisateurs dans un cycle de négativité. La bonne nouvelle? Comprendre l'impact du doom scrolling sur la santé mentale est la première étape pour s'en libérer et reprendre le contrôle de son temps et de son bien-être. Notre cerveau a évolué pour donner la priorité aux informations négatives, un phénomène connu sous le nom de biais de négativité. Ce mécanisme de survie aidait autrefois nos ancêtres à détecter les menaces dans leur environnement, mais à l'ère numérique moderne, il nous rend vulnérables à des cycles sans fin d'informations pénibles et de contenus de médias sociaux. Les plateformes exploitent cette tendance biologique en nous envoyant algorithmiquement des titres alarmants et des mises à jour sur les crises, sachant que nous sommes plus enclins à nous engager dans des contenus qui suscitent la peur ou l'indignation. Cela crée un cycle qui s'auto-entretient. Plus nous consommons de contenus négatifs, plus les plateformes nous envoient des contenus similaires. La puissante boucle de dopamine créée par la conception des médias sociaux ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. À l'instar d'une machine à sous qui offre des récompenses imprévisibles, le défilement offre des bouffées intermittentes de contenu attrayant, qu'il s'agisse d'une nouvelle choquante, d'un article viral ou d'une notification personnelle. Il est scientifiquement prouvé que ce programme de renforcement variable crée des comportements de dépendance. Même lorsque la plupart des contenus que nous voyons sont banals ou dérangeants, la victoire occasionnelle, un article intéressant, un like sur notre contenu, nous incite à consulter le site de manière compulsive. Le plus insidieux est peut-être l'illusion de contrôle qui incite les utilisateurs à faire défiler les pages. Nombreux sont ceux qui pensent qu'en se tenant constamment au courant, ils se préparent à des dangers potentiels ou restent suffisamment informés pour agir. Toutefois, ce faux sentiment de sécurité se retourne souvent contre eux. La grande majorité des informations que nous consommons en défilant concernent des situations sur lesquelles nous ne pouvons pas avoir d'influence immédiate, ce qui nous plonge dans l'anxiété au lieu de nous donner les moyens d'agir. Ce paradoxe, la recherche d'un soulagement par le biais d'une activité qui accroît en fait la détresse, est au cœur de la raison pour laquelle il est si difficile d'arrêter le défilement de l'actualité. L'impact de la stimulation numérique constante sur la chimie du cerveau est profond et préoccupant. La dopamine, le neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense, est dérégulé par l'utilisation fréquente des médias sociaux. Chaque notification, like ou nouvel élément de contenu déclenche une petite libération de dopamine, entraînant notre cerveau à en réclamer davantage. Au fil du temps, cela peut entraîner une résistance à la dopamine, c'est-à-dire qu'il faut davantage de stimulation pour obtenir la même satisfaction. De même, les niveaux de sérotonine, essentiels à la régulation de l'humeur, sont affectés, ce qui peut contribuer aux symptômes de la dépression. Ce déséquilibre chimique peut expliquer pourquoi les grands utilisateurs de médias sociaux déclarent souvent se sentir engourdis ou désintéressés par les activités hors ligne, un état connu sous le nom d'anédonie. Les changements structurels dans le cerveau sont tout aussi alarmants. Le cortex préfrontal, responsable des fonctions exécutives telles que le contrôle des impulsions, la prise de décision et l'attention, présente une activité réduite et même un rétrécissement chez les grands utilisateurs de médias. Cela explique pourquoi les personnes qui font du doomscroll sont souvent confrontées à la procrastination, à un manque de concentration et à des difficultés à prendre des décisions. Simultanément, l'amygdale, le centre de la peur dans le cerveau, devient hyperactive. L'exposition constante à des contenus menaçants maintient cette région primitive du cerveau en état d'alerte, augmentant la production d'hormones de stress comme le cortisol. La perturbation du sommeil crée une autre vulnérabilité neurologique. La lumière bleue émise par les écrans supprime la production de mélatonine, ce qui retarde l'endormissement. Plus préoccupante encore est la manière dont le défilement nocturne affecte l'architecture du sommeil. En maintenant le cerveau dans un état d'alerte et d'engagement avant le coucher, nous perturbons le sommeil paradoxal, phase cruciale pour le traitement des émotions et la consolidation de la mémoire. Cela crée un cercle vicieux dans lequel un mauvais sommeil entraîne une moins bonne régulation émotionnelle le lendemain, ce qui nous incite à chercher du réconfort en continuant à scroller. La relation entre le catastrophisme et le déclin de la santé mentale est complexe et multiforme. Les cycles d'information modernes, optimisés pour l'engagement plutôt que pour l'exactitude, mettent l'accent de manière disproportionnée sur les conflits, les catastrophes et l'indignation. Lorsque nous sommes exposés à ce flux constant d'informations négatives, qu'il s'agisse de divisions politiques, de crises climatiques ou de conflits mondiaux,
Notre cerveau a du mal à garder le sens des proportions. Le bilan psychologique est similaire à celui des premiers intervenants, une sorte de traumatisme vicariant dû à une exposition continue et indirecte à des événements pénibles. Les comparaisons sociales aggravent ces effets. Alors que la recherche de la catastrophe commence souvent par la consommation d'informations, elle s'étend fréquemment à l'examen de la vie des autres sur les plateformes sociales. Le fait de voir la vie de ses pairs, vacances, succès professionnels, relations heureuses, alors qu'ils sont plongés dans les mauvaises nouvelles mondiales crée une dissonance cognitive qui érode l'estime de soi. Ce double assaut du désespoir global et de l'insuffisance personnelle est particulièrement toxique pour le bien-être mental. Le plus dommageable est peut-être la façon dont l'exposition chronique favorise l'impuissance apprise. Lorsqu'ils sont bombardés de problèmes qui semblent trop importants pour être résolus, injustice systémique, instabilité économique, effondrement de l'environnement, de nombreuses personnes adoptent inconsciemment un état d'esprit défaitiste. Cet état psychologique, dans lequel les individus pensent que leurs actions n'ont pas d'importance, est un facteur de risque connu de dépression. Le phénomène de contagion émotionnelle ajoute une couche supplémentaire. Tout comme nous pouvons attraper les bâillements ou les rires des autres, nous absorbons inconsciemment les états émotionnels exprimés dans les contenus que nous consommons. Lorsque ce contenu est principalement empreint de colère, de peur ou de détresse, ces émotions deviennent les nôtres. Cela explique pourquoi même de brèves sessions de défilement peuvent nous laisser un sentiment inexplicable d'anxiété ou d'irritabilité. Les adolescents et les jeunes adultes sont particulièrement exposés au risque de doom scrolling, en raison du développement continu de leur cerveau. Le cortex préfrontal n'atteint pas sa pleine maturité avant le milieu de la vingtaine, ce qui rend le contrôle des impulsions et la régulation des émotions plus difficiles. Au cours de cette période de formation où l'identité est en train de se construire, les jeunes sont particulièrement sensibles aux réactions sociales et aux comparaisons. La conception des médias sociaux, axée sur la dopamine, détourne ces besoins de développement, créant ainsi les conditions idéales pour une utilisation compulsive. Les personnes souffrant de troubles mentaux préexistants constituent un autre groupe à haut risque. Pour les personnes souffrant d'anxiété, la disponibilité constante de menaces potentielles à surveiller devient irrésistible et destructrice. Les personnes souffrant de dépression peuvent tomber dans le doom scrolling à la fois comme symptôme et comme exacerbateur de leur état, cherchant des liens mais ne trouvant qu'un isolement plus grand. Les personnes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs développent souvent des comportements de vérification autour des nouvelles ou des mises à jour sociales, incapables de résister à la compulsion de se tenir continuellement informées. La solitude crée une autre voie de vulnérabilité. Les personnes isolées se tournent souvent vers les médias sociaux dans l'espoir de combler les lacunes en matière de connexion, mais elles se rendent compte que le défilement passif n'apporte aucun des avantages psychologiques d'une véritable interaction. En fait, le fait de voir l'activité sociale des autres tout en restant un observateur peut renforcer le sentiment d'exclusion. L'augmentation de la solitude à l'ère de la pandémie et l'augmentation correspondante du temps passé devant un écran ont mis en évidence ce cruel paradoxe. Plus les gens défilaient pour se sentir connectés, plus ils se sentaient souvent seuls. La création d'habitudes numériques plus saines nécessite à la fois des ajustements environnementaux et des stratégies cognitives. Les limites temporelles sont essentielles. L'utilisation de fonctions intégrées au téléphone ou d'applications tierces pour imposer des limites quotidiennes permet d'éviter que le défilement irréfléchi ne prenne des heures. L'établissement de zones de non-défilement, en particulier pendant les routines du matin et du soir, protège les périodes vulnérables pendant lesquelles nous sommes le plus susceptibles de tomber dans l'utilisation compulsive. La chambre à coucher devrait idéalement être un espace sans téléphone, car le défilement nocturne est particulièrement préjudiciable à la qualité du sommeil et à la santé mentale. La curation de contenu est tout aussi importante. Prendre le contrôle actif de son fil d'actualité en supprimant les comptes qui incitent à la peur et en mettant en sourdine les mots-clés déclencheurs peut modifier radicalement le ton émotionnel du défilement. Suivre des comptes éducatifs, artistiques ou humoristiques crée des opportunités d'engagement plus positifs. Il est utile de vérifier périodiquement qui et quoi nous suivons, en se posant la question suivante: ce contenu me donne-t-il le sentiment d'être informé? Ce contenu me donne-t-il un sentiment d'information et d'amélioration, ou d'anxiété et d'épuisement? Des techniques comportementales telles que la règle du 3-2-1, limiter les sessions à 3 défilements, 2 articles lus et un check-in, imposent une structure utile à ce qui est normalement une activité débordante. En associant cette règle à des habitudes de remplacement, lecture d'un livre, pratique d'un hobby ou contact avec un ami, on s'assure que la réduction du temps passé devant l'écran se traduit par des expériences hors ligne plus riches plutôt que par du temps vide. La solution la plus efficace à long terme consiste peut-être à développer la pleine conscience en matière d'utilisation des technologies. Des questions simples comme « À quel besoin est-ce que j'essaie de répondre en défilant en ce moment ?» ou
Comment est-ce que je veux me sentir après cette session? Crée des moments de pause cruciaux. Les techniques de mise à la terre, concentration sur les sensations physiques, respiration contrôlée, peuvent court-circuiter l'envie automatique d'utiliser le téléphone dans les moments de stress ou d'ennui. Les désintoxications numériques périodiques, qu'il s'agisse de journées hebdomadaires sans écran ou de pauses d'un mois, permettent des remises à zéro nécessaires. Ces pauses révèlent souvent l'espace mental occupé par le bruit numérique constant, et combien nous nous sentons plus calmes et plus concentrés sans ce bruit. Il est important de noter qu'une modération réussie n'est pas une question de perfection, mais de prise de conscience et d'amélioration progressive. Il est essentiel de savoir reconnaître quand le doom-scrolling est passé du stade de l'habitude à celui de la compulsion néfaste. Les signes avant-coureurs sont les suivants: difficulté persistante à se concentrer, négligence des responsabilités, irritabilité lorsqu'il est impossible de défiler ou utilisation des médias sociaux pour échapper à des émotions négatives. Les symptômes physiques tels que la fatigue oculaire, les maux de tête ou les troubles du sommeil qui persistent bien que l'on en connaisse la cause méritent également que l'on s'y intéresse. Lorsque le défilement commence à interférer de manière significative avec le travail, les relations ou les soins personnels, un soutien professionnel peut s'avérer nécessaire. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC, s'est révélée particulièrement efficace pour la dépendance numérique, en aidant les individus à identifier et à modifier les schémas de pensée qui les poussent à l'utilisation compulsive. Les thérapeutes peuvent également s'attaquer à des problèmes sous-jacents tels que l'anxiété ou la dépression, qui peuvent être à la fois à l'origine du doom-scrolling et l'exacerber. Pour certains, les groupes de soutien, en personne ou par l'intermédiaire de communautés de bien-être numérique, apportent la responsabilisation nécessaire et le partage d'expériences. En fin de compte, demander de l'aide, c'est reconnaître que la volonté seule ne suffit souvent pas à rompre avec des habitudes numériques profondément ancrées. Tout comme nous consulterions un nutritionniste en cas de mauvaise alimentation chronique ou un entraîneur pour une bonne forme physique, le bien-être numérique nécessite parfois les conseils d'un expert. Dans notre monde de plus en plus connecté, apprendre à maintenir des limites saines avec la technologie n'est pas un luxe, c'est une compétence essentielle pour la santé mentale et le bien-être général.